Bonsoir à tous, bonsoir Gabriel. Bonsoir Jean-Marc. Et bienvenue dans votre édition du jeudi 6 mars. Politique, Jean-Pierre Plancade, candidat au municipal de Toulouse, présente son programme. Le tennis et la compétition reviennent en force à Toulouse. Et enfin, notre invité de ce soir, Grigory Michel, un Toulousain de retour de Kiev en Ukraine. Bonsoir. 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 Et comme chaque jour, nous faisons le point sur les élections municipales. Aujourd'hui, c'était au tour de Jean-Pierre Plancade de présenter le programme de sa liste Aimer Toulouse. Le candidat sans étiquette, crédité de 2%, au dernier sondage Ipsos, veut donner une envergure internationale à la ville. Oui Jean-Marc, et après l'aérotram de Pierre Cohen, le sénateur de Haute-Garonne nous a lui aussi présenté son projet de transport futuriste pour la ville rose. En matière de transport pour la ville de Toulouse, Jean-Pierre Plancade se démarque des autres candidats par un allègement des structures. Le sénateur de la Haute-Garonne voudrait en effet faire voler des cabines suspendues à un rail électromagnétique au-dessus du périphérique pour résorber les bouchons. Le tout serait bien entendu fabriqué en local car Toulouse a les compétences. Le but, enlever de la circulation près de 100 000 véhicules. Les infrastructures, ce sont des piliers que l'on met sur des routes déjà existantes avec un rail et auquel on accroche comme une télécabine de ski. C'est globalement 5 fois moins cher. 1 kilomètre de ce système-là est 5 fois moins cher qu'1 kilomètre de tramway. Autre idée majeure du candidat qui rejoint sur ce point Jean-Luc Moudinque, la réalisation d'une 3e ligne de métro et ce sans augmentation de la pression fiscale. D'abord il faudra allonger les remboursements naturellement. Ensuite il faudra que les collectivités locales membres de TCO payent aussi les politiques sociales qu'elles font supporter à TCO, ce qu'elles ne devraient pas faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une autorité plus importante que ma personne. Et à ce moment-là, vous voyez, le coût de cette ligne rentre parfaitement dans les budgets de TCO. Volet numéro 2 de la campagne de Jean-Pierre Plancade, la sécurité. Il prône la tolérance zéro et veut armer la police municipale la nuit. Nous voulons mettre en place 400 caméras de vidéosurveillance, doubler les effectifs de police municipale parce que nous voulons que cette ville soit sûre et sereine. C'est très important, il faut qu'on puisse se déplacer tranquillement. Et pourquoi c'est important? Parce que la liberté de se déplacer, c'est la première de nos libertés. De même, le candidat veut installer une vraie démocratie de proximité avec des élus responsables en matière de sécurité et de propreté de leur quartier. Pour ce qui est de la culture, Jean-Pierre Plancade voudrait créer une grande résidence d'artistes, agrandir le musée des abattoirs et doter Toulouse d'un centre des congrès de 5000 places installé dans la ville. Ce n'est pas le cas en Haute-Garonne, mais certaines communes sont orphelines de candidats pour les élections municipales. C'est le cas de Courtiès dans le Gers, 47 habitants, mais aussi de 5 autres communes dans le Lot par exemple. Oui, et que se passe-t-il en ce dernier jour de dépôt des listes dans tous ces villages? Réponse technique à la préfecture. Les petites communes sont les plus concernées. L'absence de candidats pour les municipales préoccupe les élus depuis le début de semaine. Absence de vocation ou ignorance des nouvelles règles, autant de raisons qui expliquent cette nouvelle forme d'abstention. Avant, dans les petites communes, vous pouviez voter pour quelqu'un de la commune sans forcément que cette personne se soit déclarée. Aujourd'hui, les choses ont changé. Tous les candidats doivent être déclarés en préfecture. Les candidats avaient jusqu'aujourd'hui 18 heures pour se déclarer et si aucun postulant n'est alors à dénombrer, le délai est repoussé jusqu'au second tour. Mais si à cette date il n'y a toujours personne, comment ça se passe? S'il n'y avait pas ni premier tour ni second tour, il faut que l'on puisse administrer cette commune, le temps de réorganiser des élections éventuellement. Et donc le préfet mettrait en place une délégation spéciale, c'est-à-dire il nommerait 3 personnes qui administrerait les affaires courantes de la commune et serait chargé de préparer des élections dans un délai de 3 mois. Passé ce délai de 3 mois, si aucun candidat ne s'est déclaré, la commune en question est administrée par une commune voisine, laquelle doit donner son accord. Une histoire sans fin donc, mais ce cas de figure ne s'est jamais présenté sur le territoire français. Pas de risque donc de se retrouver dans une impasse. Municipal toujours, Jean-Marc. Et oui, le débat de ce soir sur notre antenne à partir de 21 h concerne la ville de Cugnaux, transport, logement et fiscalité. En voici un extrait. Vous vous êtes laissé enfumer, il n'y a pas d'autre mot, par votre adjoint et par le fils de votre adjoint pour l'opération d'Hollywood. Et vous n'avez pas travaillé, vous avez promis aux Cugnalaises, aux Cugnalais, vous avez joué avec leur sensibilité, vous leur avez promis 5000 emplois.
Et ça, il ne faut pas jouer avec ce genre de choses. Qu'auraient pensé les Cugnalaises et les Cugnalais si le maire de la commune n'avait pas supporté, porté, aidé un projet d'envergure qui était en mesure d'apporter, 1, de la diversification et 2, de l'emploi. Monsieur Guérin voudrait faire croire qu'il a fait des cadeaux fiscaux, mais non. Quand il est arrivé au premier mandat, il a augmenté les impôts locaux de 20%. Je suis pour habitude de dire à monsieur Guérin que c'est un habile illusionniste. Nous sommes dans une commune où nous empruntons donc pour payer le personnel. Une personne qui possède une maison de 90 mètres carrés, qui est propriétaire, donc qui paye la taxe d'habitation et la taxe foncière, souvent famille monoparentale, souvent d'ailleurs en situation précaire, soit en intérim, soit au chômage, qui gagne à peu près entre 1400 et 1500 nets par mois, va payer à peu près 2300 € par an, taxe d'habitation, taxe foncière. C'est-à-dire entre 1 mois et demi et 2 mois de salaire, ce qui est beaucoup, Les politiques toujours, on l'apprend aujourd'hui, l'ancien ministre Maurice Faure, dernier signataire vivant du traité de Rome en 1957, est mort à l'âge de 92 ans. Cet homme du radicalisme de gauche est décédé à son domicile de Cahors, dont le Lot, dont il fut le maire pendant 25 ans. Et on va parler social maintenant. Et oui, vacances ou pas, la mobilisation continue chez les sous-traitants d'Airbus Group. Ce matin, la CGT organisait un tractage auprès des employés de Sogeti High-Tech, spécialistes de l'ingénierie aéronautique. Et nos syndicalistes se sont levés tôt, une dizaine d'entre eux a tenté de sensibiliser les salariés sur les conséquences de la baisse de charges qui pourrait entraîner des suppressions de postes. En effet, pour eux, la baisse d'activité du groupe Airbus se fait déjà ressentir sur les entreprises partenaires. Les employés de Sogeti sont-ils réceptifs au message d'alerte de la CGT? Ah ben oui, parce que tous les salariés, si ce n'est pas eux qui ont été contactés par leur manager pour partir en mission, ils connaissent forcément quelqu'un qui l'a été. Donc on vit dans un contexte où on a peur de croiser un manager parce que sinon il va nous proposer une mission à l'autre bout de la France, quoi. Et on nous dit clairement que si on ne veut pas partir, on ne respecte pas la clause de mobilité qui est dans notre contrat de travail et donc on sera licencié. Voilà, et l'entreprise nous dit clairement que si on a eu des enfants, si on s'est marié, si on a plein de choses, ça c'est pas leur problème parce que quand on a signé notre contrat, c'était pas le cas. Voilà aujourd'hui comment ça se passe à Sogeti High-Tech. Et la même opération sera renouvelée la semaine prochaine à Blagnac au sein de l'entreprise Altran. Et nous recevons maintenant notre invité Grigory Michel, je le dis bien, oui, c'est un nom russe. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous revenez de Kiev, oui. Vous revenez de la place Maïdan. Que s'est-il passé là-bas? Pourquoi êtes-vous allé là-bas d'ailleurs? Alors je suis allé là-bas parce que à la frontière de l'Europe actuellement se passe quelque chose d'assez profond dans le changement de mode de pensée et donc je voulais aller voir, être témoin de ce qui s'y passait et avoir les informations en direct. Et vous dites, je suis jeune, je veux participer à un événement collectif, historique? Oui, c'est un peu ce que je me suis dit, c'était peut-être très naïf de ma part de vouloir changer quelque chose, ouais. Mais je voulais aller voir ce qui se passait, comprendre et pas être seulement l'intermédiaire d'une information qui passe par les médias. Alors, on va voir une image assez symbolique que vous avez vous-même filmée. D'ailleurs, ce sont vos images à vous. Alors, où sommes-nous ici? C'est le Parlement ukrainien? Nous sommes devant le Parlement ukrainien, c'est-à-dire la Rada. Là, derrière moi, il y a le parc qui fait face au Parlement. Il faut savoir que tout autour du Parlement, il y avait des miliciens, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ouais. Et il y a cette grille. Alors cette grille, cette grille, tout autour du Parlement, il y a des grilles. Et donc c'est accessible à personne. C'est comme un peu au Parlement, à l'Assemblée nationale en France. On ne peut pas y accéder comme on le souhaiterait. Et donc ces miliciens coupe ces barreaux afin de rendre accessible directement le Parlement. Il y a une symbolique incroyable là, c'est ça, c'est le peuple doit énorme, ouais. revenir. C'est énorme et on voit parmi la foule, il y a beaucoup de journalistes évidemment, mais parmi la foule des citoyens ukrainiens qui sont émus par la symbolique de l'événement, c'est-à-dire le Parlement représente, c'est la représentation du peuple. Ouais. Et de rompre ces barrières qui séparent les représentants du peuple, c'est très symbolique, surtout dans le contexte actuel en Ukraine. Alors, quelle est la température actuelle en fait sur la place? Que se passe-t-il? Y a-t-il des nationalistes? Y a-t-il des gens comme vous, des jeunes qui veulent la démocratie, qui veulent de l'Europe, ou d'autres qui veulent plutôt de la Russie?
Alors déjà, qu'est-ce que le nationalisme en Ukraine? C'est pas la même chose que le nationalisme que l'on connaît en France. Là, il s'agit d'un patriotisme visant à défendre l'intégrité d'une nation attachée à ses valeurs, à ses traditions, face à une hégémonie russe. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur la place Maïdan et sur la rue Kreschatik et sur les abords de l'hôtel Ukraine, il y a une ambiance de recueillement et les Ukrainiens, les habitants de Kiev et des alentours de toute l'Ukraine ne veulent pas oublier qu'il y a eu des morts, qu'il y a encore des centaines de disparus qui ont été enlevés par des milices pro de l'ancien président. Donc ils ne veulent pas oublier, j'ai vu tous les jours où j'ai été à Kiev et également à Lviv, une ville beaucoup plus à l'ouest, tous les jours, des centaines et des milliers de personnes qui apportaient des fleurs. C'est impressionnant à voir. On va voir une image d'ailleurs de procession que vous avez filmée vous aussi dans la rue. Alors racontez-nous. Alors je me suis trouvé soudainement dans cette rue. Là, on est aux abords de l'hôtel Ukraine et c'était sur le chemin pour aller au Parlement et également voir le cabinet du ministre. Et donc je tombe sur cette procession qui se dirige soudainement vers nous. Tout en haut de la place Maïdan et c'est très émouvant parce que ce sont des veuves, ce sont des enfants qui ont perdu parfois leurs deux parents, ce sont des épouses. Là on peut voir une jeune femme, elle a perdu son compagnon. Ces femmes qui chantent des chants ukrainiens, c'est très touchant, on ne peut pas rester indifférent quand l'on voit ça en direct. Et vous, vas-y, Gabriel. Et oui, alors ces gens qui ont perdu leurs proches, qui accusent-ils pour leur perte? À qui en veulent-ils? Aujourd'hui, quand on est sur la place Maïdan et partout, on accuse l'ancien président, les anciens membres du gouvernement de crimes contre l'humanité. Et c'est très important de le souligner parce que effectivement, c'est un crime contre l'humanité de s'en prendre à des civils qui ne sont pas armés. Il y a un jeune, le plus jeune, avait 16 ans. Un enfant de 16 ans a été abattu par un sniper qui était au final caché sur le haut du cabinet de l'immeuble du cabinet du ministre, l'équivalent du Premier ministre là-bas, abattu comme ça, parce qu'il manifestait, parce qu'il se battait pour son avenir, parce qu'il luttait contre un système d'une politique corrompue par des oligarques, comme ils les appellent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils se sont enrichis. Oui, mais ils sont assez défiants même, tous ces jeunes révolutionnaires, je ne sais pas si je dois les appeler comme ça, sont défiants par rapport au pouvoir. Parce qu'ils disent que vous soyez dans l'opposition ou au pouvoir, vous devez payer pour être au Parlement, c'est ça? Au début, il y avait l'opposition qui a encouragé les mouvements de contestation face à Yanukovych. Ça allait dans leur sens, ils étaient contents, ils se mettaient en avant. Aujourd'hui, que l'on était pro du parti des régions, c'est-à-dire le parti de Yanukovych, ou de l'opposition avec Oudar, notamment le parti de Klitschko, l'ensemble des Ukrainiens contestent les hommes politiques qui ont été élus démocratiquement, dans le sens où ils ont touché de l'argent. Pour certains, ils ont donné près, voire plus de 5 millions de dollars pour être ne serait-ce que candidat aux élections législatives. Donc ça parle de corruption à tous les étages en fait. Exactement. Que ce soit prouvé ou non d'ailleurs. Une dernière question, Gabriel. Une dernière question, ces personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'ils ont de l'espoir pour l'avenir? Est-ce qu'ils sont résignés? Quelle est l'impression que ça vous a donné pour l'avenir? Ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout et même encore récemment, j'ai échangé par message avec des Ukrainiens qui sont sur place encore et qui disent aujourd'hui on est prêt à aller dans l'Est s'il faut se battre en tant que civil pour l'intégrité de notre nation. Et au sud en Crimée? Au sud en Crimée. Merci. Voilà. Merci en tout cas Grégory Michel, on reparlera de vous évidemment sur ces événements et vue de Toulouse notamment. Et tout de suite, on va parler sport, Jean-Marc, et le TFC reçoit Reims ce week-end. Les Violets cherchent une stabilité à retrouver, surtout à domicile. Autrement dit, des victoires pour espérer retourner dans la course aux places européennes en Ligue 1. À l'extérieur, Toulouse tient la cadence d'une équipe qui joue la course à la Ligue des Champions. Elle pointe à la 3e place derrière Paris et Monaco. Problème à domicile, c'est plutôt une cadence de relégable. Le TFC est 18e sur 20. Y a-t-il un blocage à l'heure d'entrée au stadium? Non, je pense que ça les frustre. Voilà, parce que, vous savez, faire de bons résultats à l'extérieur, comme c'est le cas, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, ce qui est important dans les émotions qu'on peut ressentir quand on gagne un match, c'est aussi le partage et la communion qu'on peut avoir avec notre public. Et c'est pas le cas jusqu'à maintenant.
Une frustration que les Toulousains tenteront d'évacuer samedi à 20 h en recevant le Stade de Reims. La chose ne sera pas aisée car Reims est la 4e équipe la plus performante à l'extérieur avec 21 points ramenés, autant que le TFC, et des succès à Lyon, Marseille et Lille. C'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité dans la transition et avec des joueurs qui vont vite, qui sont très habiles avec le ballon et voilà, qui sont capables à tout moment de poser des problèmes à l'adversaire. Actuel 10e, Toulouse pointe à 6 longueurs de Reims, 7e. Un succès les lancerait idéalement dans un mois de mars où ils se déplaceront à Rennes et Ajaccio en recevant Évian dans l'intervalle. De quoi envisager une série de résultats positifs à condition de régler le problème clé à la maison. C'est notre manque d'efficacité voilà, qu'on relève depuis pas mal de temps. Donc à nous d'être beaucoup plus efficaces dans ces temps forts où on a la possibilité de mener. Le club pourra s'appuyer sur Wissam Ben Yedder, l'homme en forme, auteur de 4 buts et 2 passes sur les 3 dernières journées. La sélection du 15 de France contre l'Écosse ce week-end est tombée. Seulement 3 Toulousains titulaires et 2 remplaçants. Huget, Maestri, Médard sur le terrain et Doussin ainsi que Ficou sur le banc de touche. Guy Novès va être content, ces joueurs vont être reposés. La présentation d'un nouveau tournoi de tennis dans la banlieue toulousaine. Eh bien, ce tournoi masculin en salle a débuté le 1er mars dernier. Une première à Toulouse depuis Feu l'Open de Toulouse. Entretien avec Pierre Doumerou, président de la Ligue Midi-Pyrénées de tennis, réalisé par Samuel Prieur. L'Open de Toulouse n'existe plus en tant que tel, il a disparu avec AZF malheureusement. Aujourd'hui, la Ligue, on a eu une réflexion et on a dit c'est à nous de recréer un événement, c'est à nous de réinstaller un événement de tennis à Toulouse. Et je crois que cette installation va faire plaisir aux Toulousains qui nous en parlent, qui nous parlent encore du Grand Prix de Toulouse et qui ont vraiment envie d'entendre parler de tennis et de venir voir du haut niveau à Toulouse. On peut dire qu'on a les meilleurs joueurs français dans les catégories jeunes et qu'on a certains des meilleurs étrangers. On a de très bons joueurs espagnols, suisses, belges. Le meilleur joueur est un Belge. Je crois qu'on va offrir au public qui va venir du tennis de haut niveau. Vous pouvez nous donner rendez-vous pour la finale? Mais bien sûr, moi c'est avec plaisir que j'accueillerai le plus grand nombre de spectateurs possible. On a de la place, ça va être gratuit pour tous les licenciés de tennis. Rendez-vous à tous les amateurs de tennis, mais surtout à tous les amateurs de sport. Parce que le tennis, avant tout, c'est un sport. Et là, on aura vraiment du sport de haut niveau, qu'on peut voir de près avec des joueurs très très sympas, très abordables et très certainement de futurs stars. Rendez-vous donc demain, samedi et dimanche pour la conclusion de ce tournoi inscrit, je le rappelle, sur le circuit international. Une bonne nouvelle pour les jeunes puisqu'il est gratuit pour les moins de 18 ans. Cela se passe au centre de la Ligue Midi-Pyrénées de tennis à Balma. Voilà, et avant de se quitter, Grégory Michel, une collecte est organisée de médicaments pour l'Ukraine. Exactement. Au niveau national, Euromaïdan collecte des médicaments avec l'aide quelquefois de certaines institutions publiques, d'élus, qui nous aident à transférer des soins pour les personnes qui ont été victimes d'agressions par les forces de l'ordre à Kiev. Il y a eu des personnes qui ont été amputées, qui ont perdu parfois un œil. Et donc, il y a un grand besoin d'aide sur place. Très bien, on vérifiera tout ça sur Internet. Si on tape Euromaïdan, on trouvera sûrement des choses. Merci à vous, Grégory. Merci Gabriel. Merci, demain, on se retrouve avec François Guin. Bonsoir à tous.